Ouais, DJ God. Cool. Merci. Je vais m'en servir pour mes cours, ça. Qui est... Bah ouais. Là, je leur ai fait des cours sur la narration sans texte. Ouais. Et la prochaine fois, ce sera sans image. Ah bah il y avait Navo qui avait fait ça, qui avait fait une BD, ouais. La BD 115 je crois, comme ça s'appelle. Mais justement, en ouais, fait, je suis plus journaliste depuis maintenant quelques années, et maintenant j'ai réussi à me reconvertir en prof. Prof dans une école, enfin dans des écoles de marketing, à parler de pop culture, à parler de l'histoire des médias, narration, storytelling. Et alors narration, storytelling, c'est quand même cool, c'est de mettre la main à la pâte et de donner des contraintes aux élèves, quoi, directement. Tu as raison. Vous allez faire chier, c'est qui? Mais ils sont là pour ça, en plus ils ont payé, donc c'est ça. C'est quand même formidable ça. C'est tellement pas sympa les gars. Mais ils aiment ça en plus, ça le pire, c'est qu'ils aiment ça. Yes. Du coup, je prends n'importe quel casque. Vérifiez vos casques, savoir si vous ne cassez pas les oreilles dessus. Ça bug lequel celui-là? Pas le couleur dessus? Non, alors attends, il y avait un. Il y avait en fait. Voilà. Attends, on va regarder. Le vert, super. Moi j'ai pris le vert, tu dis bon. Donc, augmente chacun d'entre eux. C'est pas le vert en tout cas, c'est celui-là. Ah, c'est celui que j'ai. C'est celui que j'ai enlevé. Par hasard. Celui-là. C'est lequel celui-là? Je sais pas. Mais test. On va regarder. Ah voilà. Ça c'est celui-là. Bon bah, c'est celui-là. Ouais. On va prier pour que le... Alors. Donc je vais prendre les chansons que tu m'as proposées. Tu connaissais ou pas? Oui, eh ben, on sent qu'on est plus ou moins tous de la même génération quand même. Ouais, c'est tous les concerts que j'ai fait. Disperse 1. J'ai tout fait, j'ai fait les Kagelo, Disperse Ray. Mais j'y étais aussi, donc on a dû se croiser. Donc, ouais. Tu les as fait, c'est énorme. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'avais fait le coupling Kagelo, Disperse Ray au Travendo? Bah c'était ça, ouais, je l'ai fait. Ah, c'était énorme. Ah, j'étais devant, j'ai même le médiator de Zero qui était le bassiste de Disperse Ray. Bah il y avait Daisuke qui avait tenté des crowdsurfing, ouais. Essayer de se faire porter par la foule. Alors que le mec il était visiblement assez malade en plus de ça, donc. Ça, j'ai pas souvenir ça, j'ai souvenir moi que. J'ai souvenir qu'effectivement il avait voulu se faire porter, et j'ai souvenir que. Je sais plus comment il s'appelait le chanteur de Disperse Ray, mais qui du coup avait. Tu sais, avait lâché le micro pour faire chanter la foule sur une chanson qui n'était jamais sortie en France. Ouais. Et qui s'avait fait un gros blanc et qu'on s'était regardé en disant qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait alors que le truc n'était pas encore sorti. C'était énorme. Et voilà. Et puis après, moi j'ai suivi Kagelo pendant. Jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il fasse la cigale. Je crois que c'était la cigale. Non, c'était pas cigale, c'était le. Ils en ont fait un tout dernier, j'étais pas là puisque c'était le week-end de l'Asian Touch à Lyon. Et bah c'était au Bataclan. Ouais, c'était au Bataclan, ouais. Exact. Ouais, là j'étais devant lui là. Et là, bah ouais, j'ai pas pu y aller. Et tout le monde disait ah putain Damien, pourquoi t'es pas là et tout. Mais parce que je peux pas, j'étais sur une convention. Tu te souviens pas d'un groupe qui gueulait Fougère? Des mecs qui hurlaient Fougère tout le temps? Ça te parle pas ça? Il y a eu tellement d'anecdotes à la con. Il y avait Jamie qui en avait parlé, et c'est moi qui avais créé le groupe Les Fougères. Et en fait, au départ, c'est un délire de. Parce que forcément, vous avez des attentes de 10 heures quoi. On arrivait le matin à 5-7 heures, tu vois. Ça. Et donc, on était en train de jouer à des jeux, et à un moment, il fallait gueuler juste une fougère à la Anthony Cavana. Ouais. Vraiment le fameux sketch de l'année 2000. Et c'est resté. Et en fait, de 3 à 4 potes, à la fin, on avait fait 10 rentrées aux Zénith, et on criait je suis une fougère de la fosse, ça répondait partout. On avait une cinquantaine et tout. J'ai d'autres anecdotes avec d'autres groupes aussi un peu dans le même délire. On va fermer la porte par contre, comme ça on va pouvoir faire l'émission. On reprend l'antenne dans 30 secondes. Je prononce Romain Huet ou Huette? Huet. Huet, ouais, c'est bien. H-U-E-T. Ça a son importance? Oui. Hey. Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Salut, bienvenue dans Muteki, une heure de son japonais. Vous connaissez le principe depuis maintenant plus de 20 ans.
Et oui, on a fêté nos 20 ans en pleine pandémie, mais on se vengera, promis. On fera un événement public, ce sera pour les 25 ans, totalement. Fatalement. Oui. Fatalement. On peut pas revenir en arrière. Ça, on peut pas revenir en arrière. C'est normal. Juste à l'instant, pour commencer cette émission, c'était Trident, le tout nouveau Trident qui est sorti il y a quelques semaines à peine. Cry Out, donc une nouveauté pour entamer cette émission avec des bonnes grosses guitares. Trident qu'on avait reçu à distance depuis le Japon directement avec Amélie qui nous avait fait la traduction, c'était adorable de sa part, qui avait d'ailleurs booké toute l'organisation sur place. Et donc on lui fait des gros bisous à Amélie, bien entendu. Évidemment. Avec nous en studio, Romain Huet. Bonjour. Rapproche bien le micro de ta voix. Tu dois être comme ça. C'est comme Captain Tsubasa. Tu ne dois pas l'embrasser, mais quand même. Voilà. Non, pas des palais au micro. Ouais, Non, plus, c'est pas très propre. Radio Je pense. Voilà. Radio associative, ouais. Vous pouvez m'éviter d'embrasser le micro, ouais. C'est exactement. Romain Huet pour Doshin Édition, avec un certain nombre de mangas que j'ai et qu'on va faire tourner devant la caméra pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Et en plus, visiblement, j'ai des collecteurs, donc c'est quand même trop la classe. En plus, on les montrera, tiens, on les montrera à la fin, juste pour l'histoire de... Romain Huet, Doshin Édition. Alors, comment on peut te présenter? C'est un éditeur de manga français, indépendant. Est-ce que c'est résumé comme ça? Ouais, auteur de BD. Moi, j'aime pas le mot mangaka. D'accord. Voilà. Parce que je trouve que c'est mangaka, c'est auteur de BD, mais en version japonaise. Et moi, je suis en France, donc c'est auteur de BD en fait. Je fais tout. C'est souvent ce que je dis aux gens. Je fais des Mickey dans des cases quand même. Donc, qu'on les fasse au Japon, en France ou aux États-Unis, on reste auteur de BD. Donc voilà. Non, auteur de BD, ça me va. Le format que tu utilises quand même pour pas mal de tes volumes c'est quand même le format classique qu'on connaît nous, le format de manga, mais pas que, effectivement, on en parlera. Mais notamment avec cette première BD que j'ai sous la main, qui s'appelle Yggdrasil Sentai. On peut en dire quelques petits mots juste pour ouvrir un peu cette émission, et on parlera justement un petit peu de ce qui t'a amené un petit peu à la culture japonaise. Mais Yggdrasil Sentai, on a déjà une fusion des cultures avec d'un côté les légendes nordiques, scandinaves, et le Sentai, la bonne vieille équipe, escouade de super-héros à la japonaise. Qu'est-ce qui t'a pris de créer justement cette escouade de super-héros inspirés des mythes nordiques et scandinaves? Alors, en plus, je suis pas un grand fan du Sentai en vrai. Donc, en plus, ouais, non, mais c'est parce que si tu veux, il y avait Gamin, je regardais les Power Rangers. Enfin, je suis de la génération 80, donc avec Dorothée, on a eu Bioman, Massman et compagnie. Donc ça, j'ai toujours été à fond, vive Bernard Minet. Et c'est vrai que quand il a fallu du coup faire ce nouveau projet, je voulais avoir à la fois un côté... alors j'aime bien le côté nordique par contre, je me tourne un peu, mais j'ai une belle barbe et tout. Et donc en fait, j'aime bien le côté nordique, et je voulais allier le côté nordique, et puis avec le manga et tout, mais c'est ce qui m'apportait, c'était surtout justement, c'est un peu le fond, c'était les sujets qu'il y a derrière, donc on va parler des problèmes sociaux, et je voulais bien les segmenter à travers chaque manga, et je me dis qu'est-ce qui va bien aller au milieu de tout ça, et c'est vrai que je me dis putain, le Sentai c'est génial quoi. On peut à la fois avoir des personnages avec multiples couleurs. Je trouvais que le nom Yggdrasil Sentai, je trouve que ça sonnait plutôt pas mal. Moi, dans ma tête, ça donnait Yggdrasil Sentai. C'est ça. Yggdrasil. Donc, dans ma tête, il y avait un côté tout de suite, le titre marche bien. Et le Sentai, ça parle à tout le monde. En fait, j'avais forcément... En plus, j'avais cette escouade, justement, avec Aude, qui est la rouge. Je voulais qu'elle soit la chef. Enfin, tu vois, donc, vraiment, tout allait bien, quoi. Et ça n'existait pas des pourtant, ils ont fait plein de trucs de Sentai. Ils en ont fait plein, mais le côté nordique... Pas un côté nordique, ouais. J'ai jamais vu... c'est ça, non, attends. C'est dans 10 ans. C'est copyrighté, donc... Faut pas dire en France. Mais ils peuvent le faire. Ils peuvent m'appeler. Une adaptation. Si Bandai m'appelle, je suis content. C'est vrai. Il y a pas eu. Mais du coup, c'est vrai que voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et puis après, voilà, Yggdrasil est né. Parce que copier, ils ont fait, parce qu'il y a eu un spécial magie de Sentai où c'est du Harry Potter, faut pas se leurrer. D'accord. Oui. On les fera passer devant la caméra justement, juste après pendant la petite pause musicale justement, mais une particularité que vous voyez sans doute déjà à l'écran
comme si vous voyez, et que je vais vous décrire là en vocal, en vocal sur cette émission en direct en FM sur Radio Canu, c'est que en fait les 4 premiers volumes, j'en ai que 4. Ah, t'as pas de 5e. Donc il y en a 5. Il y en a 5. Donc les 5 premiers volumes, disais-je, parce que le final est en blanc. Mais c'est ça. Voilà. Ah bah si, tu l'as dit. Ah bah si, alors du coup les 4 premiers volumes, disais-je, sont donc évidemment de couleurs différentes. On retrouve le code couleur du Sentai, mais surtout chaque volume est centré sur un personnage en particulier, et d'une certaine façon on comprend au fil de l'histoire pourquoi on en arrive là. C'est-à-dire que chacune à la fin se retrouve au même endroit, et il y a même, je crois, même des petites passerelles entre les histoires, quelque chose comme ça. Je me suis amusé, surtout sur le tome 3 donc, de Magni, où à un moment Magni donne un gros coup de marteau, parce que c'est la réincarnation de Thor, donc elle a Mjolnir, et donc elle donne un gros coup de marteau, et le marteau va faire qu'on va revoir du coup Aude Valley, et ça va apporter une réponse au 4e qui sortira qui était censé sortir à peu près un an plus tard. Et voilà, d'accord. Donc le portrait des 5 en 4 volumes, puisque du coup, spoiler alerte, il y a un petit twist effectivement, il y a les jumelles, qui compte pour 2. Et ça se termine, on ne vous dira pas, mais comme un Sentai, évidemment avec des monstres de la taille d'une montagne ou presque. C'est ça, un vrai Sentai. L'idée c'était quand même malgré tout de garder un peu les codes, donc on a les transformations, on a les armures qui évoluent, on a aussi, après je vais pas trop en dire, mais voilà, parce qu'en plus ça va aussi avec les thèmes derrière. Oui, il faut pas trop en dire non plus, quoi. Ça gâcherait la lecture. Exactement, surtout que j'étais hyper content d'arriver à me dire, j'ai quand même tenté le fameux twist du 4 qui m'a amené au fameux twist du 5. Voilà, et non, c'est cool. J'en dirai pas plus. Est-ce que tu as une préférée, ou d'ailleurs un personnage préféré, pas forcément parmi les héroïnes, mais est-ce que tu as eu un coup de cœur en dessinant ça, en créant ces personnages-là, tu t'es dit, ah bah ouais, c'est ça là, ce personnage-là, je l'aime bien. Magni. Ouais. Donc le tome 3, c'est une elfe, enfin c'est une semi-elfe, parce que alors, d'après ce que j'ai compris dans la légende nordique, quand un humain s'accouple avec un elfe, ça forme un géant. Et je trouvais ça extraordinaire d'avoir des elfes géants. Et donc c'est pour ça. Et puis, Magni, il y a un truc particulier dans cet album, c'est-à-dire que j'ai eu un level up au niveau graphique, donc quelque chose que je faisais pas avant. Et je sais pas pourquoi, j'ai ressenti ça, que ça soit à l'ancrage, que ça soit dans la narration, dans les décors et tout, où j'ai dit, ah, là il y a un truc. Voilà. Et j'étais hyper content de l'album. C'est la première fois que je faisais un album avec de la baston, vraiment de la baston. Parce que je suis pas très baston non plus, je fais du shonen, mais en réalité j'aime bien les trucs qui sont plutôt psycho. Et donc c'est vrai que voilà, dans le tome 3, je me suis vraiment éclaté. Et ben on va parler des autres. C'est intéressant parce qu'en fait, effectivement, quand tu le dis, le tramage par exemple des ombres. Rien que ça, la couverture. Il y a un truc qui a bougé. Et on te voit évoluer au fil des volumes en plus de ça. Tu as dans le chapitre 2, je trouve pile dessus, c'est vachement bien fait. Tu vois, ça, je le faisais jamais. C'était assez ouf. Et oui, tu évolues au fil des volumes. Tout à l'heure, on progresse. C'est sûr, quand tu regardes Magical Girlfriend, qui est le premier que j'avais fait, et que tu regardes le dernier sur Résurrection, tu fais ah ouais. Alors, on va en parler justement après cette petite pause musicale. On va peut-être commencer justement par Desper's Ray. Ah ouais. C'est rare. Alors pour le coup, là tu m'as proposé, on va voir si on peut les passer les deux, parce que forcément on va discuter, et on va devoir des fois même un peu improviser. On s'excuse auprès de nos auditeurs évidemment si on vous tease des fois des chansons qu'on passe pas, promis, après on se rattrape. Desper's Ray avec Tsuki Kyoku, c'est ça? Tsuki Kyoku, Fallen, entre parenthèses, tiré de l'album de 2005. Et c'est rare quand on nous demande ça, justement, ça et Kagero. Mais en plus de ça. Desper's Ray, l'album Cold Set est une pure merveille, je trouve, dans le métal japonais. Et ce qu'ils ont fait après, qui était Mirrors, était vraiment bien. Je trouve que j'ai eu, en fait, en vrai, je fais un petit aparté, il y avait Mirrors et Tsuki que je voulais te proposer. Parce que Mirrors, à un moment, il y a un moment où ils font juste au synthé, ça qu'on passe sur de la grosse basse, l'électrique et tout. Ouais. Et à un moment, il y a juste le synthé, et là, le mec, qui fait le petit refrain. Et moi, pour moi, ça, c'est des trucs où ils sont touchés par la grâce à ce moment-là, les gars. D'ailleurs, ils n'ont jamais fait mieux que ça, je trouve. Ah bah. Voilà, enfin, c'est presque mon ressenti perso. Voilà, en avant. Allez, en hommage à ceux qui ont vu les concerts, justement, au milieu des années 2000, en plus de ça. Donc, la double affiche Kagero Desper's Ray au Trabendo. J'y étais. Tu y étais, visiblement. Ouais. Plus, voilà. La vie est tout en gothique. La grande époque. Ouais. Tsuki
Pinocchio Fallen sur Muteki 0478 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur muteki-radio.fr et sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et sur Twitch en ce moment. Et oui, là, en direct, c'est parti. Avec donc du Desperzeray, là, tout de suite aussi, en direct, c'est parti. Yes. Je fais plusieurs choses. Déjà, on en revient. Voilà, tout entré en matière. Et on montre. On ira plutôt vers... c'est bien ça. Et ben moi, ma préférée, c'est Eudes. Ah ouais? Elle est choupie. Ouais. Mais il y a un côté... Alors, c'est marrant, j'en ai vu des personnages au cœur pur, entre guillemets, en quelque sorte. Mais alors, il y a quelque chose de complètement pur chez elle, je ne sais pas comment le décrire, mais elle a l'air choupie au possible, en réalité. Et je ne sais pas comment le décrire, mais ouais, elle est... C'est pas la couverture, elle est la normale, et puis sa forme de synthèse. Ouais, c'était... Alors, très bien pensé. Ouais, je voulais à la fois montrer le côté civil, le côté armure et tout. Et en fait, quand tu dédicaces, j'ai toujours un album, alors Damien l'a vu, mais je dédicace avec un album posé comme ça pour, tu vois, quand je viens ici, en fait, ils sont comme ça. Ouais. Et donc, je viens ouvrir, et là, je dédicace ici. Ce qui fait que quand, par exemple, c'est Mani, hein, mon livre de pause, quand j'ai le deuxième Mani qui vient là, paf, les gens, ils font « Ah, mais en fait, on voit !» Et là, j'y vais oui. Et ça, en fait, ça amène de la curiosité, etc. Après, j'ai eu des critiques. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé les couvertures, qui m'ont dit que c'était trop simple, pas joli. Donc il en faut pour tout. Hein. Alors moi c'est en fait, que ça va très bien et que ça va à l'essentiel. En fait oui ça dépend. C'est le goût et les couleurs. Hein. Non mais c'est ça en fait. Après c'est vrai que d'habitude dans les mangas japonais, c'est vrai qu'il y a souvent un dessin spécial pour la couverture. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Enfin, non. Et pour le coup moi je trouvais ça très intelligent et en plus effectivement que tu fasses l'effet. Ouais. Tu peux poser les deux l'une à côté de l'autre. Ça vient pas de moi. Hein. J'ai pris ça sur Bonnie Poon Poon, donc de Inyo Asano, et qui a sur toute la collection que des tomes qui sont monochromes et où d'ailleurs le dessin, il n'y a pas de trait noir. Pardon, le Poon Poon, le héros, il est en bosselage sur la couverture. Et là, j'avais trouvé ça extraordinaire parce qu'en fait, quand tu vas dans une librairie, tu ne vois que Poon Poon. C'est que des couleurs flashy et il n'y a rien dessus. Donc tu dis, je veux voir ce que c'est. Et vu que celui-là, c'est quand même un album qui est à la base destiné qu'à être en festival, il faut imaginer en festival que du coup tu te retrouves toutes les couleurs, et ça le fait de loin. Moi je voulais un truc qui prenne. Flash, ouais. Je voulais pas un truc qui soit plein de couleurs et qui se noie dans le reste des couleurs d'un festival et tout. Donc c'est pensé pour un festival à la base. Ouais, non mais c'est super bien. Enfin, c'est super bien pensé. Le one shot est pensé pour le festival. Tout est... Après le truc c'est que, encore une fois, je pense que je trouve ça dommage que les gens ne comprennent pas le côté intentionnel de la chose. C'est-à-dire que souvent les gens comparent leur goût, tu vois, les choses ils critiquent par rapport à leur goût. Or, il faut qu'on considère que, enfin, on peut en parler dans l'émission d'ailleurs, moi je considère que ça c'est vraiment super bien trouvé parce qu'il y a un travail créatif. En fait. Et il est du style de l'auteur. Donc, si l'auteur a une intention créative, moi je pense qu'il faut la respecter. Exactement. Après, tu peux ne pas aimer. Ouais. Ah non, c'est clair. Là, mais tu peux pas dire que c'est quelque chose par exemple de nul ou quelque chose de pourri parce que alors que moi je trouve ça super malin. Bah oui, mais je trouve ça plus après que tu dis j'aime pas les couvertures. Bah oui, tu peux ne pas aimer, mais que tu dis c'est nul, je fais bah non, ça a été pensé, ça a été réfléchi et voilà, c'est intéressant quoi. Enfin, je trouve ça super intéressant d'avoir créé un truc comme ça parce que en fait c'est tellement original que même moi tu vois quand j'ai vu quand Damien l'a montré en live, j'ai fait tiens monochrome, un truc comme ça, des couleurs, j'ai fait tout de suite, j'ai fait bon ok Sentai ça se voit, quand il a montré pas là, je me oui évidemment il y a des couleurs des Sentai là, évidemment, quand tu connais les codes. Mais c'est ça en fait, il faut être curieux. Je pense qu'il faut être curieux en fait. Il y a plein de trucs, il y a le code couleur, il y a le fait que quand tu mets comme ça, tu as le logo qui apparaît, et tu vois le blanc. Et t'as le blanc. Et le blanc qui est c'est un peu la fusion de toutes les couleurs. Le silver comme dans les toujours. Et bien sûr tu révèles pas. Et en fait le blanc tu vois qui est la fusion en fait des couleurs en physique, tu sais. Donc je te dis bah voilà, il faut que le tome soit blanc, il faut qu'il y ait le logo, voilà et puis en fait vu qu'elle fusionne toutes, du coup elle forme le blanc. Voilà. Mais les gens, pareil le 5 n'a pas été apprécié plus que ça. Parce que les gens n'ont pas compris tout ce que j'ai mis dedans comme symbolisme, etc. Ils sont passés beaucoup à côté de la symbolique. Il faut connaître aussi un peu la symbolique de l'Yggdrasil, de l'arbre monde. Il y a l'arbre monde, mais même tu vois la couronne avec les 5 pics qui sont les 5 filles, etc. Et ça, les gens, ils sont pas rentrés dedans. Enfin, il y en a, enfin, pas tout le monde, heureusement, mais les gens, c'est celui de presse qu'ils ont moins apprécié, qu'ils ont trouvé trop.
Je vais faire la transition, on rediscute. Qu'est-ce qu'elle est bien cette chanson? Non, mais on va juste changer de chanson. Ah, on change de chanson? Non, mais encore une fois, je pense que je peux bien penser. Après, oui, on n'aime pas. Mais encore une fois, je pense qu'il faut être curieux. Ouais. Bon, je veux dire, on y a plus. Après, il n'y a pas de. En plus, le truc, il n'y a pas de mauvaise surprise. Tu sais très bien que c'est nordique. Bah ouais. C'est bien. Bah, je vais dire, tu sais, si t'es pas un peu curieux de la culture nordique, bah à un moment. Et puis, je pense aussi qu'il y a des Américains qui sont passés derrière avec leur simplification des légendes nordiques. Un petit peu trop tôt. Je pensais que ça allait mettre plus de temps à chercher. La simplification des légendes nordiques avec Viking, alors qui est très bien au demeurant, mais, non, mais il simplifie énormément ça défonce ça, cet album-là. C'est du haut niveau. Il est beau en plus, simplement au niveau packaging. Ah non, mais il est juste extraordinaire. La boîte elle est épaisse, bon elle rentre dans que dalle, hein, tu peux pas la ranger dans une. Ouais, surtout, ouais. Mais il est. Voilà, là aussi, regarde, on parle de simplicité, l'album il y a rien dessus. Non, il y a rien. C'est. Non, y a rien. Et puis le livret il est granulé, il est magnifique. Ça c'est un album. Au début, première fois que j'ai écouté, j'ai dit ils ont fait fort. Il y a un truc qui est bizarre. Zetsuboni, c'est quand même Enfin, tu l'écoutes en album, moi j'ai pas le comme ça, je l'écoute en live, j'en chialais à l'époque. Surtout qu'en plus, Daisuke à la fin il terminait sur le groupe Bataclan en disant allez, c'est la fin. Ouais, ça se finit malheureusement. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est la mort d'un artiste qui m'a vraiment touché. Ben, ça a touché beaucoup de monde, surtout la commune qui tournait un peu autour du visualité en France, ça a beaucoup touché le monde en réalité. Quand j'ai c'est un personnage aussi. Ouais, c'était quelqu'un quoi. Et tu sais, quand il avait fait The Suits, il était passé à la maroquinerie avec le groupe. Ouais. Du coup, on avait fait comme on faisait à chaque fois, on faisait la queue et tout. Et voilà. On fait le Arbre Café pour les dédicaces. Et donc, j'apporte une bouteille de vin et tout. Je m'exprime dans mes 3 mots japonais pour expliquer que c'est pour eux. Et les Japonais, ils font rien là-bas. Ici, ils sont et puis voilà. Si, il y avait. Alors, je sais qu'ils s'occupaient de leur venue en France et ils étaient très très bien. Ils étaient très très bien entourés, donc il n'y a pas de souci. Du coup, mais si tu veux, le contact au public, physiquement parlant, compliqué. Et moi, j'aimais tellement Daisuke, c'est vraiment un chanteur. Ah ouais. Ouais. Mais en fait, il était devant moi et je l'ai pris dans mes bras, je lui ai fait une bise quoi. Et il est resté. Oh, il était avec ses lunettes et tout. Il est resté comme ça. Et du coup, il en a. C'est pas habituel, on va dire, c'est sûr. Il en a ri. Du coup, il m'a fait une bise. Et les autres m'ont regardé. Genre, c'est qui? Et tout le monde a joué le jeu. Tout le monde m'a fait des câlins et des bises. Et ils ont dû faire des câlins et des bises à tout le reste. À partir du moment où. Attendez, on peut ça? Ouais, c'est ça. Et c'est un truc qui peut exister, c'est genre de. On peut faire ça? Faut connaître le personnage. Daisuke, c'est quelqu'un qui, son personnage, il est très éloigné des gens, très froid et tout. Et le fait qu'il se retrouve là, il était là, on me dédicaçait avec un tout, voilà. Et moi, je peux plus m'empêcher, quoi. 17 net, c'est la seule fois que je vais le voir, je peux le voir. Je l'avais déjà touché la veille, parce que j'étais devant lui. La maroquinerie, c'était le bordel, hein. Il avait demandé aux gens d'avancer et tout. Ça a été catastrophique. Ouais. Moi, j'avais un côté compliqué, quoi, vraiment fort de Daisuke. Allez, on va reprendre. Il reste une vingtaine de secondes, mais ouais, c'est des sacrés films. Oh là, c'est énorme. Quel batteur. Ça fait un petit moment qu'on l'avait passé. Zetsuboni Sayonara. Kagero juste à l'instant, et juste avant c'était Desper's Ray, soit le line-up. Le line-up du Tremendo dans l'ordre en fait, puisque Desper's Ray ouvrait le show et Kagero le concluait. C'était le main event de la soirée à l'époque. C'était un truc de dingue. Tu as beaucoup fréquenté cette scène-là, justement, autour du la grande époque du visual kei des années 2000 en France. J'étais à fond, j'avais les lentilles blanches, j'avais les vernis, les murs. On me voit comme ça, la chauve à barbe un peu hipster, mais en vrai pas du tout à la base. Il y avait beaucoup. Moi j'aimais parce que dans le visual kei, il y avait quand même plusieurs styles. Il y a plusieurs époques, plusieurs styles. Il y avait donc du coup Kagero qui était on appelait ça le class ou le smart.
Il y avait le côté costard-cravate. Voilà. Après, tu avais du coup Disperse Ray qui était plutôt du gothique. Ouais. Bon, là, on était vraiment sur un côté avec le noir et puis un peu déchiré et tout. Puis il y avait Manara ou comment c'était? Il y avait Mana Mana avec moi. Mana avec moi, dis-moi. Moi, dis-moi, qui était du coup le côté. Très grandiloquent. Puis le côté, c'était on appelait ça le female visual kei. Tous les hommes étaient en robe de la Renaissance. Oui, voilà. Ah, il y avait. Et donc, moi, j'avais quand même un costume. Alors, moi, j'étais du coup très Kagero. Hein. Donc, j'avais la cravate, le costume bleu. J'avais des crepers, donc les New Rock un peu épaisses, là, en bleu, qui allaient avec le machin et tout. J'avais toutes les chaînes, les bracelets. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu gardes de cette époque, justement quand tu te retournes sur ça c'est parce que, du coup. On peut en parler, je pense qu'il y a des gens dans le chat qui ont dû connaître aussi. Qu'est-ce que j'en garde? J'en garde plein de choses. J'en garde déjà, c'est les premières fois que j'allais vraiment en concert. Je me retrouve du coup le premier que j'ai fait, c'était Dire en Grey à l'Olympia. La première partie, c'était Hetz, donc un groupe de métal français ils avaient été mauvais, je crois qu'ils avaient été mauvais, c'était catastrophique. Tout le monde était assis par terre, on se faisait chier sur la première partie, malheureusement pour eux. Et puis donc de là, en fait, c'est des rencontres, on en parlait en off, mais il y avait pour ceux peut-être qui se souviennent des fous furieux qui gueulaient Fougère à tout bout de champ, j'en suis le créateur. Et désolé pour les gens qui ont pu nous supporter pendant tous les concerts. Mais voilà, donc il y avait les Fougères, il y avait MySpace. À l'époque, il y avait MySpace, on se regroupait sur MySpace. C'était la grande époque des MSN. Enfin bon, c'est ça. Je suis très très nostalgique de ça parce qu'on avait ce côté complètement insouciant. Chose qu'on n'a plus à l'heure actuelle. On avait des téléphones portables, on était limité dans les caractères et tout. Enfin, pour moi, c'est tout un univers. Pour le dernier Dire en Grey que j'avais fait, il s'était passé au Zénith. J'étais arrivé, donc c'était le 11 novembre. Le 10 novembre au soir, j'étais devant le Zénith, il faisait 3 degrés. Et j'étais donc en costume, parce que il fallait que j'aille au concert en costume. Et donc je n'avais qu'un costume à 3 degrés. Il faisait 3 degrés. Donc on se pelait le cul. Et j'appelle une amie que j'ai revue d'ailleurs 15 ans plus tard. On était à 3 là, il y a un mois. Et j'ai Astrid qui débarque, qui est une fille que j'ai connue là-bas. Et je fais Astrid. Et elle me dit, je ne sais pas qu'elle me reconnaître et tout. Et voilà, bon, bref, anecdote passée. Et on se retrouve. Donc j'appelle Astrid, je lui dis, écoute, je suis devant le Zénith. Voilà, on est 24 heures avant, 26 heures même avant le début du concert. Et elle me dit, j'arrive. Et elle était habillée en Lolita avec ses robes à froufrou et tout. Et on a dormi entre les barrières du Zénith en mettant les affiches du concert qui est en train de passer autour pour faire une espèce de tente avec un vieux duvet. Et alors, pour l'anecdote, c'est dormi dans la rue, quoi, clairement. Voilà. Il était genre 21h, 21h30. Et donc, on était comme déjà frigorifiés, on n'a rien à bouffer, rien. On est vraiment à la zone. Et il y a un mec qui vient, 55 ans, avec une femme toute en fourrure. Et il nous regarde un peu de haut, comme s'il faut, mais vous êtes là pourquoi? Et il m'a dit, parce que demain, il y a un concert Dire en Grey, c'est des Japonais, ils viennent rarement, on va être devant et tout. Et le mec, il fait OK. Et puis moi, j'habitais Nantes à l'époque. Et je suis dit, c'est quand même con qu'ils soient pas venus à Nantes. On vient d'avoir un nouveau Zénith, ça aurait pu être bien. Et le mec dit, oui, je sais, je suis le directeur du Zénith de Paris, du Zénith de Nantes. Et je dis, OK, d'accord, très bien. Et donc le mec s'en va. On fait des rencontres dans la rue. Ouais, c'est fou. Et donc on s'en va comme ça. Et le mec s'en va, nous on reste à se reloter. Et puis, je sais pas, 10 minutes après, le mec m'appelle de l'autre côté de la barrière, il me fait viens voir. Alors, du coup, j'y vais. Alors, il faut imaginer, je suis en New Rock et tout. Donc, le gothique débarque, et oui, monsieur. Et il me dit, ça te dit de venir voir le concert, là, il y a Justice et tout plein de groupes là qui sont en train de jouer, et je te fais passer par les backstage. Et il me dit, tu viens avec ta petite copine, là? Je dis, OK, j'appelle Astrid, Astrid, viens. On est invité pour aller voir Justice en concert. C'est cool. Et donc, le mec nous fait passer les barrières, et nous voilà débarqués, donc, du coup, au Zénith, en passant par les coulisses, avec, donc, nous habillés pour le concert de Dire en Grey, au milieu de. Oui, ça n'a pas de Justice, hein. Au milieu des mecs qui sont en fluo à fond. Et on s'est fait interviewer par Pop Folk à l'époque, Rolling Stone, enfin, voilà. Et donc, on débarque là-dessus, et là, bon, les mecs nous lâchent. Ils nous disent, maintenant, allez au concert, et vous repassez, vous revenez, vous ressortez quand vous voulez. Et on a fait tout le concert de Justice habillé en gothique. Voilà, avec les trucs de dingue, voilà, avec des mecs en fluo. Et nous, on connaissait pas du tout Justice, quoi. Par moi, Dance que je connaissais. Et puis, oui, et puis en classique, on la radio. Il y avait que celui-là que je connaissais. Je connaissais absolument rien. Voilà. Et donc, on a fait un concert comme ça. Voilà, l'anecdote. Mais j'ai toujours voulu savoir un petit peu ce qui passait par la tête des gens que je regardais justement faire la queue la veille, même carrément la veille. Ça existe dans beaucoup de concerts. Et moi, j'ai jamais été là-dedans. J'étais là, mais
les gars, on va voir le concert quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive d'une certaine façon, on va y aller et tout. Et là, il y avait forcément des gens qui étaient plus fous furieux que moi et qui attendaient genre 24-48 heures avant. Alors certains que je connaissais d'ailleurs dans le lot, et je leur dis mais sérieux? Mais pourquoi tu fais ça? Non, mais et du coup, moi c'est pour être devant. Moi c'est quelque chose qui me tient encore à l'heure actuelle. Quand je fais un concert, je ne sais pas faire un concert si je suis pas devant. Là par exemple, je vais voir Nightwish là dans un mois. On a pris les places un peu en retard, je me retrouve en deuxième fosse, je suis dégoûté. Ah ouais. Ah oui, là je suis. Je sais que tu vives le concert. Ah ouais, il faut que je sois devant. Qu'on a fait Damien Saez là juste avant le Covid là, hors complètement différent, chansons françaises et tout. Mais Saez, je suis un ultra fan, vraiment, je connais tout par cœur. Et donc Saez, je voulais être devant. Il arrive il fait Bercy. Je me dis, il faut que je sois devant. On a fait 10 heures d'attente, il faisait froid, c'était en plein mois de décembre. L'attente fait partie de l'expérience, oui. Clairement. Et puis tu rencontres des gens. L'attente, c'était pas tout seul. Les gens se disent, je vais me faire chier. Non, tu peux débarquer tout seul à un concert si tu te fais 5 heures d'attente. Il y en a d'autres en fait. Il y en a d'autres. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont comme toi. En fait, c'est les fans hardcore. Là, tu prends 16, les mecs, ils avaient amené la gratte, les mecs, ils ont gratté. Il y avait déjà un concert avant le concert. On était bien, quoi, tu vois. Ouais, on est avec nos voitures de survie et tout, mais c'est pas. Est-ce que Doshin a commencé un peu dans ce mood-là, ou ça c'est venu plus tard? Là, on parle de Zik, on parle de Visual Kei, de fandom, etc., etc. Mais toi, justement, quand tu as décidé de passer justement dessinateur, illustrateur, auteur, est-ce que ça commençait déjà à germer à cette époque-là? Ouais. Voilà. Oui, parce qu'en fait, moi à la base, je suis pas fan du manga. Je n'en lis pas. Je suis fan par contre du Japon. C'est-à-dire que j'aime la culture japonaise. Mais alors, la culture fantasmée, faut être franc, j'ai 16 ans. Mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Je découvre Ayumi Yamazaki, qui est la Queen Pop. La Queen of Pop à l'époque. C'est juste la Queen tout court, basta. Ouais, il y en a qui vont se débattre avec toi. Si Romain il aurait dit Nami Amuro, mais bon. Mais Oriane, quand même, tu sais, voilà, Ayumi. Ayumi, c'est tout. Et donc, si tu veux, moi je découvre Ayumi à 16 ans sur Game One par un clip très très court qui passe, parce qu'ils en parlaient, et elle venait de sortir Evolution. Et qui a été, pour moi, au niveau de la pop, une claque, parce qu'en fait, c'est la première fois que dans de la pop, j'avais à la fois de la pop, à la fois du rock, et le tout, effectivement, une évolution de la musique dans une même chanson, et avec un refrain hyper entraînant, c'est cheesy à mort, quoi. Qu'est-ce qu'elle était forte, d'ailleurs elle est toujours forte, même si maintenant elle fait plus grand chose malheureusement, mais voilà, et je découvre comme ça, et je ne sais pas pourquoi, derrière vient le fait de me dire, je vais écouter du Ayumi, mais je comprenais pas ce qu'elle disait, du coup j'ai toujours ces trucs là de il y a des groupes que j'aimais bien, alors j'étais un gros fan de Tattoo aussi, donc qui était le groupe de les fausses lesbiennes russes là, et bon, moi j'avais 16 ans, c'était un fantasme, donc je me suis mis à apprendre le russe pour comprendre un petit peu, tu vois, et puis en fait les paroles originales, en fait, c'est vraiment les paroles. Et puis moi j'aime chanter, donc j'aime chanter en russe, j'aime chanter en japonais, donc voilà, donc je me mets à mettre Ayumi, et un jour je passe devant une librairie et il me saute aux yeux 40 leçons pour apprendre le japonais. Et là j'achète. Et là je suis tombé dans une espèce de truc où le Japon est rentré dans ma vie pleine balle. Je me suis mis à lire des auteurs japonais. Ma mère, je l'appelais Osaka, je crois qu'il veut dire mère. Okasan, merci. Et voilà, donc je l'appelais Okasan et tout. Enfin, vrai. Mes parents ont été assez cool là-dessus. Je bouffais avec des baguettes le soir, enfin n'importe quoi. J'étais à fond. J'étais à fond. Et puis voilà. Et le manga a débarqué bien plus tard finalement. Parce que ça a débarqué, j'avais 19 ans. Donc 3 ans plus tard, ma découverte du Japon. Et là, j'ai eu Lovina qui est arrivé. Donc Game One lancer Lovina en animé, et un jour je zappe sur Game One un vendredi soir et je tombe sur genre l'avant-dernier épisode. Donc je pense que je peux spoiler maintenant, je crois que Lovina tout le monde a à peu près vu. Donc au moment où Keitaro embrasse Naru dans l'animé, et là je fais et je sais pas pourquoi j'ai été pris d'un truc, j'étais tellement content, mais j'en avais des larmes aux yeux, je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Et donc je demande à mon meilleur ami Laurent, et je lui dis écoute, lui est un peu plus en manga. Je lui dis, tu crois que je peux trouver un Lovina en livre? Et il me dit, à l'époque, attends, on va aller au magasin de manga. Le magasin de manga, c'est grand comme la pièce qu'elle a. C'est pas non plus, c'est pas les FNAC comme on a maintenant. Et le mec me dit, ouais, j'ai 7 premiers volumes, et je prends les 2 premiers. Et c'est là, je me repars avec mes tout petits bouquins de Lovina, et je me mets à lire, du coup, du Lovina le soir. Et là, c'était une révélation mystique. Mais c'est quelque chose de particulier, le manga, chez moi. Parce que du coup, il faut savoir, je n'en lis pas. Il très très peu, et d'un coup je me mets dans Lovina, je l'ai lu 3 fois d'affilée, j'ai fermé le bouquin, je me suis dit, j'arrête tout, il faut que je sois mangaka dans ma vie. Ah ouais.
Voilà. Et là on passe une période un peu compliquée dans ma vie parce qu'il faut expliquer à ses parents quand tu arrives à 20 ans, que tu as 6 ans d'électronique dans les pattes, je suis en plein, je vais passer mon bac à ce moment-là, que je vais tout claquer pour faire de la BD. Bah non en fait, tu vas pas faire ça du tout. Et je mets à dessiner et à recopier. Je passe mon bac que j'ai à 10/10,4, merci le sport. Et en BTS, là, je passe du coup mon BTS électronique. Et pendant l'année du BTS, là, ça flippe en fait. Je me dis, je peux pas faire ça de ma vie. En fait, j'arrive en plein. Tu sais, quand t'es en BTS, t'as des stages en entreprise. Oui. Je suis dans un stage en entreprise, donc pour réparer des PC. Et il y a une nana un peu mignonne qui débarque, qui pose son PC et tout, tu vois, vraiment. Et les mecs, première chose qu'ils font, ils rentrent dans l'établi. Oh, je les vois encore. Ils ouvrent le PC, ils font tu penses qu'elle a des photos de cul? Et là, j'ai fait non, ça c'est pas ma vie. On n'est pas du même monde. Je ne pourrais jamais faire ça dans ma vie. Et surtout nouer des relations, voilà, des relations amicales avec non, des... je me suis, ça sera pas ça ma vie. Ouais. Et là, d'un coup, vraiment, j'ai flippé. C'est-à-dire que là, il y a une décision qui a été prise à ce moment-là. Je suis parti le midi. Je lui ai dit, mon patron, enfin, le mec qui m'a payé en stage, je reviendrai pas. Il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que je vais faire de la BD. Là, le mec, il a pas compris. Je suis rentré à la maison, j'ai mes parents, j'arrête. Il me faut pourquoi? Je vais faire de la BD. Ils ont pas compris non plus. Là, on s'est engueulé. mais j'ai rien lâché, quoi. Vraiment, je suis allé au taquet, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que, après, il y a eu plein de trucs. J'ai fait l'école pivot, j'ai rencontré Philippe Brionnes, qui est un auteur de comics, de BD, qui m'a pris sous son aile, avec qui j'ai pu être coloriste, scénariste de mes premières séries. Et là, vraiment apprendre le métier, quoi. Voilà, et qui m'a foutu le nez dedans, en fait. Après, c'est toujours pareil, les métiers en France, en tout cas, autour de la culture, autour de... Enfin, pas de la culture au sens, je dirais, classique, je dirais la culture dessin, tout ce qui est autour de l'art, pardon. L'art, plutôt que la culture de l'art. Ça a toujours été quelque chose où tout le monde se dit c'est un risque, c'est compliqué, tu peux pas faire ton chemin. Non, mais il y a des gens pourtant qui... C'est un risque. Oui, mais je veux dire, comme tout autre parfois. C'est-à-dire qu'il y a d'autres métiers qui sont un peu dans ce même cas, mais qui sont vus comme, tu vois, comme plus sûrs ou plus sérieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, tu deviens chercheur, c'est aussi risqué. C'est chercheur, c'est risqué, mais c'est cool. Moi, oui, c'est ça. Fois, on m'a dit, vous avez un vrai métier dans la vie? Bah écoute, je travaille 15 heures par jour, mon gars, 7 jours sur 7. C'est un vrai métier. Alors effectivement, je gagne pas des milliers des cents, surtout au départ. Au début, ouais. Au départ, alors quand j'étais dans la BD avec Philippe, ça allait parce que du coup, je travaillais sur ces contrats. Tu avais un flux de. Un peu de revenus. C'était quand même un mec qui me lançait sur tous les projets sur lesquels il était en France. Et dès que j'avais une BD, hop, le coloriste. Donc j'étais son coloriste attitré. Donc j'avais fait quand même, ça m'a permis de vivre pas mal. Et puis. Et c'est vrai que quand j'ai voulu me lancer tout seul, et là, parce que mon éditeur à l'époque, je lui demande un nouveau contrat, il me dit je suis pas à la NPE, t'as qu'à aller sur Facebook. Et j'ai dit putain, fais chier quoi, c'est chaud. Et, et ça m'a pris un coup de colère, et je me suis dit je vais enlever l'éditeur de ma vie. Et je remercie, je le dis souvent, c'est David Chauvel, qui est un grand éditeur, parce que j'ai énormément. Et même dans mon édition maintenant, je me sers de ce que j'ai, de la façon dont David me parlait à l'époque, pour en parler aux auteurs avec qui je suis. Et donc je remercie David Chauvel de m'avoir dit ça, parce que grâce à lui, j'en suis là en fait. Sinon, je crois que j'aurais persévéré inlassablement à être dans la bande dessinée et à galérer, à faire des contrats, à faire des pages tests, etc. Tu vois, enfin voilà. Eh ben, on parlera un petit peu plus de Lovina, aussi de Magical Girlfriend. Qui est lié du coup. Qui est lié forcément, ça commence un petit peu avec un vrai clin d'œil justement. C'est plus qu'un clin d'œil, c'est un plagiat. Je reste poli moi. Je suis un invité mince. Non, il faut le dire. Tu le dis, d'accord. Les 2 premiers chapitres sont un plagiat complètement assumé de Lovina. Tu l'assumes, voilà. Tu l'assumes. Pas de soucis. On continue notre discussion après cette deuxième petite pause musicale. Évolution justement de Ayumi Hamasaki. Qu'on enchaîne avec... allez, on va enchaîner avec quoi mon Léo? Peut-être un petit... tu veux faire l'enchaînement derrière ça? Attends, faut un truc des années 90. Et justement, tu viens de passer du Globe. Ouais. Ouais, mais tu l'as passé en fond, donc vous n'avez pas personne entendu. Mais passe le Globe. Personne n'a entendu, vous n'avez pas entendu Globe. Mais sache, hors antenne, je t'expliquerai, j'ai commencé à penser à toi quand tu commençais à passer mes musiques à moi en fond. D'accord. J'ai pensé à toi. Derrière Ayumi, tu mets un petit arc-en-ciel, ça passe tout seul. C'est clair. On a déjà le générique. En fait, on ne met plus d'arc-en-ciel dans l'émission principale depuis qu'on a toujours un générique. C'est bête, oui. On passe moins de l'arc-en-ciel finalement que n'importe qui d'autre, dans le sens où notre générique, c'est toutes les semaines de l'arc-en-ciel. Voilà. Évolution Original Mix, oui, parce que Évolution est un double album en plus de ça. Vous avez 2 versions de Évolution. Original Mix sur Muteki Ayumi Hamasaki, la grande Ayumi Hamasaki.
Ouais. Quand je suis non, il y avait du 4-5 aussi. Ouais. Ouais, mais c'est un peu plus vieux. Ça aurait été un peu bizarre, ça aurait été du 5. Ça aurait été du 5. Ça marche. Du coup, ouais, je commence à créer pour toi un répertoire qui s'appelle BGM. Comme ça, tu peux le mettre, mais c'est trop court. En fait, j'ai regardé les trucs, j'ai dit, merde, il dure qu'une minute. Oui, donc, faut que je te trouve des BGM qui durent 5-10 minutes. Mais j'ai pensé à toi, dès que tu veux un truc de fond musical, tu mettras dans BGM. Parce que, en fait, généralement, alors quand c'est en physique, pour expliquer, quand c'est en physique, on laisse l'album tourner. Et ça, c'était vraiment l'habitude qu'on avait. Et c'est bien d'avoir un tout petit fond, même si. Alors, tu sais quoi, globalement, en fait, quand on réécoute l'émission en podcast, très très peu en réalité la chanson. Moins en moins de médias physiques, parce que justement, du CD, des 3 tours. Nous, même du MP3, vinyle. Du coup, en fait, tout ce qu'il me faut, et ça, c'est vraiment. Ça change une vie. Et des fois, les chansons que j'ai pas encore passé des mises en enfin, je les ai histoire de me dire il y aura cette chanson là. Du coup, je les passe aussi en fond. Déjà tout passé en fond. C'est trop. Je te mettrai pas des trucs pour pouvoir faire des BGM. Pour le postérité, pour. Ah là les blancs, ouais. Ah bon. Exemplaires sont comme ça. Et il y en aura des grosses intégrales. Et 500 pages. Il n'y a que les 2 volumes. Ouais. Mais du coup, je vais beaucoup couper, parce que là, j'ai fait plus de la enfin, comme on est sur Twitter. Voilà. Ouais. Bon, bah, en fait, Inktober, là, j'ai fait 31 pages bonus pour qui s'appelle le combat des géants, imprimé, qui va sortir pour mettre ranger les. Et donc, ça, c'est le. Et en fait, dans ce magni, qui sont petites et qui vont être formées à devenir. Et je pense que. Et faire en fait, le vieux qui est grand, ça va bouger. Voilà, il y a beaucoup de similitudes. En fait, je me suis dit, dans l'histoire, ça serait bien, en fait, du coup, que ça soit le temps. Mais il faut faire la passation. Mais elle dure beaucoup. Voilà. Mais du coup, voilà, dans le t'as Magnic avec une énorme scène, dans une énorme salle, un combo de toutes les équipes. Voilà. Sur une grosse double page. Doshin Univers, ça ouais, c'est bien. Il est fait en fait un peu fake, parce qu'à la base, m'a dit voir une suite. Ouais. Je vais sortir derrière, enfin tu vois, j'ai rallié les deux, et quand elle le fait en live. Et goûter Magical, je pense que soit mais je vais le retravailler aussi, enfin, etc. Et il rajoute des armures en fait. Parce que j'ai de Magical, en lien avec, qu'elles sont pas en jupette, elles ont les jambes rouges avec les murs et tout, tu vois. Il y a déjà un peu comme ça. Ouais, le poster qu'on offre en sacrifice. Donc je sais pas trop comment ça. Mais il n'est pas dans celui-là. C'était déjà mis dans le truc. Il est prêt. Donc c'est l'époque de le re. Et voilà. Surtout que Magical devait s'arrêter après ça, je ne vais plus le sortir. Finalement, le travail bâtard, du coup, c'est pas grave. Magical, c'est là où on a fait ça, je crois que c'est la meilleure. Ah ouais. Ouais. Mais j'adore. Et puis bon, peu de mots aussi, c'est marrant. C'est drôle parce que ça fait super Magical Girl. Ouais. Mais en même temps, ça, je trouve ça tellement. Si tu t'inspires encore une fois, c'est toujours parce que c'est universel. C'est ça. Pour moi, j'adore le Magical. Madoka, Magica, Abolition de la Magical Girl. Je dis, enfin, pas comme des natifs qui chialent tout le temps, je voulais des nanas un peu fortes, c'est con. Et ça, elles sont quand même très fines. C'est un peu dommage. Et du coup, j'avais du mal à trouver là, j'ai dit, et c'est pour faire des Magical Girls. C'est un changement de. Parce que du coup, bien détester ça. Parce qu'au Japon, c'est d'autant que c'est eux qui achètent. Ils auraient très bien pu détester Magical Girl qui se demandent ce qu'il y a à certains moments. Qui meurt. Voilà. Elle meurt. Oui, après, le fait de. Ouais, après Magical Girl, en fait, il y a réalisation, la chose. Après, ouais, c'était important. Ce qui était important, soit beaucoup plus que mignonne dans les causes. Quand elle est sur les forums, elle a choqué tout le monde. Du Magical Girl. Elle meurt dedans, t'as vu? Moi, je des spoilers, mais elle crève que le méchant, il leur dit. Elles ont des morts atroces. Les gens, quand ils ont pris 3 fils, au moment où tu les as tout tués, tu leur as brisé le corps dignement. Ils cassent la tête, quoi. Ils cassent les. Et j'ai dit, bah ouais. Elle meurt au combat, c'est tout. Donc voilà, donc je pense que. Ok. C'est un Grazi meurt et ça marchait pas. Non, moi, alors, peut-être le plus sur le final de Yggdrasil, c'est qu'on a énormément de temps à apprendre à les connaître. Elles apprennent à se et le reste du temps, discuter, il y a la bataille. Directement envoyer, quoi. Ah ouais, complètement, ouais. Tom fait 340 pages. Moi, en fait, juste Tom. C'était là. C'est un peu le jeu de chat et moi, c'est rapide. Hein. Je le sais, et c'est comme ça. J'ai fait au mieux. D'ailleurs, c'est 100 chapitres. C'est comme un grand film. D'ailleurs, t'as vu, je fais des transitions d'un personnage à l'autre, comme dans un film. Je voulais c'est très facile à lire, là. Mais, tu sais, je me dis, j'y retournerai, et après je mets dans Yggdrasil, Inktober, je fais 31 pages. Ouais, c'est le Inktober, je crée du coup avec ma niche, je m'éclate dessus toute la journée là-dessus, et je me dis, je peux quand même attacher à ça. Et pourtant, j'ai envie de demander autre chose, j'ai envie de faire des trucs.
Voilà. L'art principal. En plus, des épisodes qui meurent plus vraiment dans le du Shonen et du... Même si, même eux, comment mais quand il est mort... Ils sont trop bloqués. Ouais, mais c'est après, c'est Falcon qui fait ça. Très progressif. Ah ouais, c'est très progressif. Et le fade-out de progressif. Complètement. C'est du club, comme toutes les chansons. On est dans ce moment. Alors, chanson... C'est grâce à moi. T'as Romain aussi. C'est moi qui ramène, c'est toi qui ramène. A priori, par contre. Ouais, c'est bon. Et on devait passer un 33 tours Dragon Ball qu'il avait ramené, on était tout fiers. Et finalement, oh non, du globe. Allez, c'est un peu le running gag. Bien entendu, Evolution. Masaki, je sais cette chanson-là est dans la de Muteki. Dans ma playlist. En fait, cet album. J'ai pas rajouté. Quel manquement, les gars. Tellement, en fait, non, la musique, c'est on se limite au maximum. Moi, j'ai tout essayé de pas non plus trop faire en sorte qu'un art sur la playlist. Après, j'ai peut-être pas cette. Ah, et bon, ouais, les parts celle-ci, voilà. Illégalement. Bon, bref, n'inquiétez pas, il y a beaucoup d'ailleurs. S'il y en a une qui monte, voilà, c'est pas grave. Déjà. Romain Huet, toujours, dont on a montré l'homme de Magical Girlfriend, qui est donc, tu le dis, et un plagiat de Lovina au début, quelque chose que Paula Magui, exactement. Des héroïnes qui se font plus encore. Voilà. Mais effectivement. Et il date 2015, ouais, exactement. Brasil, du coup, est sorti en 2000 et Magico. Par contre, l'histoire, elle est. Tout est haché. Et sûrement. Alors, transition. Alors, il faut combat dans les mains. Donc là, il est sorti au mois de. Et là, c'est une. On est sur un roman. On est sur une BA physiquement par tomber au combat avec le deuil et pandémie. Oui, celle qu'on jusqu'à présent. Mais marqué, et ce qui est Violaine qui n'est pas avec nous, allez, gros bisous, et justement je me parle un petit peu de ce qu'elle m'a donné sur ce que je lui ai raconté de ça a libéré parce qu'elle a l'éloignement, et je pense que c'est ça qui a marqué, que l'éloignement social